J'ai pu faire 15 ans d'études ici, dans ces murs, sans que personne, jamais personne, ne raconte cette histoire. Il a fallu que je la reconstitue tout seul, que je fasse un travail d'historien tout seul. Tout le monde me prenait à Strasbourg pour un fou. Et vous aussi, non, je pense. Et si on oublie, peut-être qu'on risque aussi de laisser l'histoire se répéter. Peut-être que l'histoire, elle est destinée à nous apprendre à être vigilants, à avoir une expérience. Et en fait, dans ce lieu-là, c'est là où on a entreposé les restes des 86 juifs. Dans les cuves de l'Institut, au sous-sol, c'est là où ont reposé les 17 cadavres de ces 86 juifs et les 166 morceaux de cadavres. Pendant un an, un petit peu plus d'un an, ces restes étaient là dans les cuves. Ils ont été découverts par les Américains, ensuite autopsiés par les Français, et de 1945 jusqu'à 2003, mystère sur cette histoire, silence sur cette histoire. L'expérimentation médicale est probablement aussi ancienne que la médecine en tant que telle. C'est-à-dire, si tu vas pas bien, j'essaye de te soigner, on peut considérer que c'est une tentative, un peu une expérience pour voir si ce que je te donne fait que tu vas mieux. Donc ce qui change dans le cadre du national-socialisme, c'est pas tellement la médecine expérimentale, mais c'est que on va considérer qu'un certain nombre de personnes qui nous entourent sont en moins de valeur que d'autres. Les expérimentations médicales nazies avaient lieu dans tous les camps de concentration, puisque pour les médecins et les chercheurs nazis, c'était une grande chance, entre guillemets, de disposer d'un matériau humain et de ne plus faire les expériences sur des lapins ou sur des rats. C'était plus juste de faire des expériences sur les humains à leurs yeux. Une fois qu'on a dit qu'un tzigane, c'est un sous-homme ou une sous-femme, une fois qu'on déclare qu'une personne juive, elle n'a pas la même valeur qu'un Allemand arien, quand on veut faire de l'expérimentation, c'est essentiellement sur ces personnes-là qu'on va le faire. Quelques semaines avant le début des hostilités, l'intégralité de la ville de Strasbourg et de l'université de Strasbourg est évacuée. Les équipements des laboratoires, tous les étudiants, les professeurs, tout le monde déménage à Clermont-Ferrand. Et donc l'hôpital de Strasbourg, qu'on appelle l'hôpital civil, lui est également évacué vers l'intérieur. À partir de là, ça va se passer très vite et l'Alsace va devenir ce qu'on appelle un territoire annexé. Les nazis sont arrivés en Alsace en juin 1940 et dans le même temps, ils ont commencé à se dire qu'ils allaient construire une université très spéciale à Strasbourg. Ils n'allaient pas rouvrir l'université française telle qu'elle avait existé, ils allaient créer une nouvelle université nazie qui avait pour but d'être un phare de l'idéologie nazie vers le monde extérieur, vers le monde occidental. Et on va prendre des professeurs qui sont très intelligents dans leur domaine et en même temps qui sont des vrais nazis. Dans cette optique, 28 professeurs de médecine ont été sélectionnés, dont 3 qui ont mené des expériences criminelles pendant la guerre. Un s'appelait August Hirt, il était anatomiste. Il y avait un autre qui s'appelait Eugen Hagen, qui était professeur de virologie. Et un dernier qui s'appelait Otto Bickenbach, qui était professeur de médecine interne. Il y avait, pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande peur des gaz de combat. Et un médecin avait pensé avoir trouvé un remède à ce gaz. Et donc il a demandé à utiliser la chambre à gaz du Struthof pour faire ses essais et à utiliser des déportés du Struthof pour faire ses expériences. Donc les expériences de Otto Bickenbach ont commencé sur 24 déportés en juin et en juillet 1943. De temps en temps, on le voyait arriver en trombe dans la chambre où étaient rassemblés les tziganes soumis aux épreuves du gaz phosgène. Il était entouré de 5 ou 6 autres savants ou de SS. Brutalement, il jetait ses ordres et repartait. Les gens qui avaient reçu des très petites doses de gaz n'avaient aucun signe, ils n'étaient pas du tout malades. Ceux qui avaient reçu une plus grosse dose
commencer à tousser ou avoir des problèmes pour respirer. Et ça pouvait aller évidemment jusqu'à la suffocation. Mais pendant ces 2 premières séries, il n'y a eu aucun décès. À ce moment-là, August Hirt a commencé à se mêler de ces expériences et il lui a dit que si on voulait avoir des résultats concluants, il fallait comparer des déportés qui recevaient le médicament à des déportés qui ne recevaient pas le médicament. Sinon, on ne pouvait pas savoir si le médicament protège ou pas contre le gaz. Il s'est entendu avec August Hirt et il a accepté de faire les expériences qu'il lui demandait de faire. Et sur ces 16 déportés, il y a 4 qui sont morts. La Reberette cite également le cas d'un tzigane réchappé d'une expérience de Bickenbach qui se vit en récompense nommé pendeur de ses camarades. C'est lui qui les attachait au crochet du four crématoire pour une soupe de plus. On en arrivait à réduire l'homme à cette condition épouvantable de bassesse. Il était prêt à n'importe quoi, pourvu qu'il se sente accorder une nouvelle échéance devant la mort. August Hirt était directeur de l'Institut d'anatomie à Strasbourg et en tant qu'anatomiste, il souhaitait avoir des collections d'anatomie complètes, coupées en lamelles ou présentées dans des bocaux pour l'étude de la médecine. Et Hirt, lorsqu'il arrive à Strasbourg, constate que dans toutes ces collections d'anatomie, il n'y a pas de juifs. Or, comme il est nazi, il est convaincu qu'il y a plusieurs races et il est convaincu qu'il y a une race juive. Et il va demander l'autorisation de constituer une collection de squelettes juifs pour son institut d'anatomie. Comme la race juive était prévue de disparaître, il fallait en conserver des spécimens. Et c'est pourquoi il a fait venir ici 86 juifs. Ces juifs ont finalement été choisis au camp d'Auschwitz en juin 1943. Et lorsqu'ils sont arrivés au camp de Natzweiler-Struthof le 2 août 1943, il existait une petite pièce en dehors du camp et qu'on avait transformée en chambre à gaz. C'est la seule fois où cette chambre à gaz sert à exterminer des gens et il va les transporter dans son institut d'anatomie pour en faire sa collection. Le lendemain de leur gazage, de leur assassinat, les corps sans vie étaient acheminés du camp de Natzweiler-Struthof à la faculté de médecine de Strasbourg où on les a mis dans des cuves de l'Institut d'anatomie. Mais finalement, en septembre 1944, il y a eu les Alliés qui se rapprochaient beaucoup de Strasbourg et Hirt a commencé à avoir très peur qu'on découvre le crime qu'il avait commis. Du coup, August Hirt a demandé à ses assistants d'effacer les corps, de détruire les corps et de les brûler, ce qui n'a été fait qu'en partie. Finalement, il n'arrivera pas au terme de son projet. Les corps seront découverts à la Libération et Hirt se suicide à l'été 1945. Eugen Hagen, c'était un virologue et ce médecin extrêmement réputé, très brillant, a essayé ici à Natzweiler de trouver un vaccin contre le typhus, qui était une maladie transmise par les poux et qui faisait des ravages dans les camps de concentration. Et il a inventé un vaccin qu'il a commencé à tester au camp de Schirmeck sur 10 Polonais. Et simplement en donnant le vaccin, il y a eu 2 décès. Mais normalement, un scientifique normal, lorsqu'il a 2 décès sur 10 personnes sur qui il teste un vaccin, il arrête tout de suite son expérience. Ça ne l'a pas empêché de continuer. Il s'est dit qu'il allait améliorer son vaccin, qu'il allait passer à des expériences encore plus dangereuses, qu'il allait faire au camp de Struthof. Et pour cela, il a demandé qu'on lui envoie 100 personnes indignes de vivre. Et en guise de sujet indigne de vivre, on lui a envoyé 100 tziganes du camp d'Auschwitz. Et donc, 89 tziganes sont arrivés le 12 décembre 1943 au camp de Natzweiler-Struthof. Au bloc 5, Hagen venait chaque semaine pratiquer des injections de vaccins, lequel à 20 malades. Puis j'étais chargé de prélever à ces malades quelques jours après 5 cm3 de sang, sans doute pour étudier les anticorps du vaccin. Mais l'expérience n'a pas du tout marché. Et en fait, ceux qui ont été vaccinés ont fait plein de réactions, c'est-à-dire ils ont très mal toléré le vaccin, alors que ceux qui n'ont pas été vaccinés, eux, n'ont eu aucun symptôme, ils ont très bien supporté l'injection censée leur donner le typhus. Donc c'était un échec total de son expérience. Donc on met en place un procès, d'abord un procès international, c'est plutôt politique, et ensuite un procès qui aura lieu à Nuremberg, qui dans un premier procès, puisqu'il y en a 12, va s'occuper des médecins et de l'expérimentation humaine tout en particulier.
Et j'affirme que si les Allemands, d'une façon générale, doivent être mis au banc de l'humanité, les médecins allemands en particulier doivent l'être à celui de la corporation médicale, de la médecine tout court, car ils l'ont déshonoré. Donc on peut considérer en fait de 1944-45 jusqu'à 1954, il y a eu une vraie réception de tout ça, parce qu'en fait, l'histoire de ça, il y a des gens qui racontent ce qu'ils ont vu, et on fait des procès américains, français, britanniques, russes, pour juger les responsables de ces crimes de guerre et de ces crimes de guerre médicaux. Au bout de 10 ans, on passe à autre chose. Ce qui est problématique avec ça, c'est qu'au bout de 10 ans, il y a plein de médecins allemands qui ont fait des choses vraiment graves, mais qui n'ont pas été jugés, qui n'ont pas été poursuivis. Il y a des personnes qui continuent à poursuivre ces personnes en disant « mais c'est pas normal qu'au bout de 10 ans, on oublie tout ça ». Ce qui me choque, moi, c'est pas que les hommes puissent tuer. Ce qui me choque, c'est qu'on ait oublié cette histoire à Strasbourg. Tous les Strasbourgeois, les docteurs, les juifs, ne voulaient pas entendre parler de cette histoire. Et aujourd'hui, malgré tous les travaux qu'on a faits, est-ce que les gens à Strasbourg sont plus ouverts à cette histoire? Pour moi, non. Donc pour moi, le scandale, ce n'est pas tellement le nazisme. Le nazisme devra répondre de ses crimes devant l'histoire et devant nous. Le scandale, c'est qu'on n'a rien fait de cette histoire, sinon l'oublier. Et donc on a subi l'adversité de la communauté médicale, de la communauté juive, mais on a tenu bon. Et en 2003, Lang a retrouvé les 86 noms. Il y a eu cette plaque qui a été apposée, que la plupart des gens ne voient pas. Cette plaque, à mon avis, aujourd'hui, ne sert à rien. Personne ne la voit. La question est de savoir si la fac de médecine ici, les autres facs de médecine, peuvent s'emparer de cette histoire pour la transmettre aux élèves kinés, aux élèves docteurs, aux élèves dentistes, pour que tous ces élèves-là s'opposent, à partir du moment où ils exerceront, à ce que l'histoire se répète. La République française a décidé très tôt de conserver ce lieu comme un lieu de mémoire. C'est un choix tout à fait courageux. Et le sens, d'abord, c'est un sens de témoignage. Ça veut dire, voyez, on est dans les lieux où ça s'est passé. Et ça, c'est très important, notamment pour contredire tous ceux qui aujourd'hui prétendent que ça n'a pas existé. Et grâce à Internet, ils ont beaucoup d'influence dans les réseaux sociaux. Tous ceux qui nient les chambres à gaz, qui nient le génocide, qui nient le fait qu'il y a eu des résistants. Donc ça, c'est une première chose. Ça a été là. Vous pouvez le voir, c'est ici. Et le deuxième sens, c'est de nous rappeler que notre société, elle est fondée sur un certain nombre de valeurs et que lorsque ces valeurs sont bafouées, comme elles l'ont été par les nazis, qui ont dit il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus d'égalité, les hommes ne sont pas égaux. Il y a les forts, il y a les faibles, il y a les supérieurs, il y a les inférieurs. Quand on bafoue tout ça, on voit où est-ce qu'on arrive. Et où est-ce qu'on arrive? On arrive à la guerre, on arrive au chaos, on arrive à des génocides, on arrive à des situations d'une violence insupportable qui marquent l'histoire de manière très très noire. Donc l'idée en contrepoint, c'est de dire si on veut être une société qui fonctionne, si on veut s'en sortir en tant que pays, en tant que démocratie, il faut absolument continuer à défendre ces valeurs, comme l'ont fait les résistants qui sont morts pour certains dans ce camp de concentration.